Bienvenue. Aujourd'hui, nous rencontrons Stéphane Châtelain. Il est directeur de l'association Megawatt. Il a été cofondateur d'une coopérative dédiée à l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Stéphane Châtelain, merci de nous accorder cet entretien. Alors, avant de parler des scénarios développés par Megawatt, est-ce que vous pouvez nous présenter Megawatt et nous décrire ses objectifs ? Alors Megawatt, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans par des gens qui travaillaient dans le domaine de l'énergie et qui faisaient le constat commun qu'en France, quand il y avait des débats sur l'énergie, en fait c'était surtout des débats sur la production d'énergie et très peu sur la consommation, et même essentiellement sur la production d'électricité. En gros, le débat se résumait un peu à pour ou contre le nucléaire. Mais donc voilà, ces gens qui se sont rassemblés au sein de Megawatt se sont dit il y a au moins autant à faire sur le volet consommation que sur le volet production. Et donc ils se sont dit tiens, et si on mettait nos compétences en commun pour essayer d'apporter un autre regard sur les questions énergétiques. Et donc, c'était au départ des gens qui travaillaient sur le volet consommation, notamment dans le bâtiment. Et donc, ils ont commencé à essayer de quantifier le gisement d'économie d'énergie qu'on pourrait atteindre dans le secteur du bâtiment. Et puis, ils ont regardé aussi dans les autres secteurs de consommation, aussi en allant chercher d'autres experts sur d'autres sujets. Et puis, en parallèle, essayer de voir aussi si on pouvait faire évoluer le mix de production d'énergie en France pour essayer de répondre à différents enjeux et atteindre un mix énergétique qui soit beaucoup plus soutenable. Et donc, de fil en aiguille, en regardant à la fois ce qu'on pouvait faire sur le volet consommation comme sur le volet de production, ils en sont arrivés à produire un scénario de transition énergétique, même si à l'époque, on parlait pas de transition énergétique. Et donc, depuis 20 ans, c'est vraiment la marque de fabrique de Megawatt de travailler sur et de produire des scénarios de transition énergétique dans l'idée derrière d'alimenter une action de plaidoyer qui vise à faire évoluer les politiques énergétiques nationales et territoriales. Justement, votre scénario Megawatt à horizon 2050, comment vous l'avez construit ? Dans les fondamentaux du scénario, c'est déjà de repartir des usages. Comment on consomme l'énergie dans les différents secteurs, transport, bâtiment, industrie et agriculture. Puisqu'on n'a pas besoin de pétrole ou d'uranium, on a besoin de se chauffer, de se déplacer, de s'éclairer, de s'alimenter. Donc voilà, on a décomposé la consommation d'énergie en plusieurs centaines d'usages, à partir de données soit issues de mesures sur le terrain, faites par des gens de Megawatt, soit de statistiques qui existent au niveau national, pour essayer de reconstituer de manière assez fine la consommation d'énergie française, en ayant une vision ensuite assez précise de ce qu'on peut faire, quels sont les usages sur lesquels on peut faire évoluer les consommations, avec deux grands leviers que sont la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc voilà, une fois qu'on a cet état des lieux assez fin, assez précis de comment on consomme l'énergie, on peut faire des hypothèses d'évolution poste par poste. Donc voilà comment on travaille, et après sur la partie production, on regarde aussi quels sont les gisements, les potentiels de production, filière par filière, en prenant en compte aussi des aspects techniques et économiques, pour aboutir ensuite à une trajectoire énergétique. On regarde ensuite quels sont les impacts de cette trajectoire. Alors c'est une trajectoire physique, c'est pas une trajectoire économique. Il y a d'autres scénarios qui ont plutôt des modèles économiques. Nous, c'est pas du tout notre parti pris parce que le système dans lequel on évolue est régi par les lois de la physique et pas par les lois de l'économie, a priori. On peut faire évoluer les règles économiques, les lois de la physique, on peut pas les faire évoluer. Donc on fait un scénario physique et après on interroge les règles économiques pour savoir est-ce qu'elles sont adaptées à cette trajectoire physique, et si c'est pas le cas, comment on peut les faire évoluer pour que économie et physique soient pas incompatibles. Et du coup, on regarde quel est l'impact du scénario Megawatt sur la dépense des ménages, sur le PIB, sur la création d'emplois et la destruction d'emplois dans les secteurs concernés. Dans les autres aussi fondamentaux, c'est un scénario qui repose sur des technologies qui sont déjà matures. C'est pas un scénario de science-fiction. C'est-à-dire qu'on se dit pas, dans 25 ans, on va faire des frigos qui consomment 20 fois moins que ce qu'on connaît aujourd'hui. On regarde quels sont les frigos qui consomment le moins aujourd'hui sur le marché et on les généralise à grande échelle d'ici à 2050. Alors évidemment, on ne dit pas qu'il va pas y avoir d'innovation, et on prend aussi en compte à la fois ce que les trajectoires prévues par les industriels et puis les réglementations, notamment les réglementations au niveau européen. Et après, on regarde du coup d'autres impacts en dehors des impacts économiques pour essayer de répondre à l'ensemble des enjeux qui sont liés à l'énergie. Donc évidemment, il y a le dérèglement climatique, mais il y a aussi les enjeux de raréfaction des ressources, que ce soit les ressources énergétiques comme les ressources en matière naturelle, matière première naturelle. Il y a les enjeux liés à l'effondrement de la biodiversité, les enjeux liés à la pollution de l'air, les enjeux liés à la précarité énergétique. Donc voilà, il y a plein d'enjeux auxquels on essaye de répondre dans le scénario. Et c'est vraiment important pour nous de répondre à tous ces enjeux-là, parce que sinon, si on regarde qu'un seul enjeu, on peut apporter des réponses qui seront pertinentes pour cet enjeu, mais qui vont à l'inverse pénaliser un autre enjeu. Ce scénario, il est construit aussi en grande partie
grâce au retour de terrain des bénévoles actifs de Negawatt, on a chez nous des gens dont c'est le métier au quotidien de mettre en œuvre des projets concrets dans des territoires, qui ont fait les bâtiments neufs les plus performants d'Europe en tertiaire ou les rénovations les plus performantes de France. Et donc on sait qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui l'est moins, contrairement à d'autres qui se basent uniquement sur de la littérature pour savoir ce qu'on pourrait éventuellement faire. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie nationale bas carbone en France? Et est-ce que vous considérez que la France tient ses objectifs? Parce que par exemple, le CITEPA considère que la France a tenu ses objectifs pour l'année 2019. Donc voilà, quel est votre avis? Alors, la stratégie nationale bas carbone, on va commencer par les points positifs. C'est quand même un scénario assez ambitieux par rapport à tout ce qui s'est fait précédemment. Maintenant que la SNBC vise un objectif de neutralité carbone, c'est évidemment très positif. Il était temps que le gouvernement produise un scénario ambitieux et en fasse son objectif. Après, dans les critiques qu'on peut apporter à la SNBC, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de se concentrer sur un seul objectif, clairement, on le voit dans la SNBC, qui traite l'enjeu climatique, mais ne traite pas les autres enjeux, et notamment l'enjeu raréfaction des ressources. Pour vous donner un exemple concret, dans la SNBC, il y a 100% de voitures électriques en 2050 et une proportion non négligeable de poids lourds électriques, ce qui veut donc dire une quantité de batteries assez importante. Alors, je ne sais pas de quoi seront constituées les batteries en 2040 ou en 2050, personne ne le sait. Mais si on se place dans une logique qui est la nôtre de pas de pari technologique, on va se baser sur les technos existantes et on voit que clairement avec les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, notamment le cobalt, on peut pas généraliser 100% de voitures électriques à travers le monde. Donc si la France fait ce choix-là et qu'on suppose que ce choix-là est fait aussi dans tous les pays du monde, on va arriver devant un problème de tension sur ce matériau-là. Et ça, c'est quelque chose que la SNBC ne regarde pas du tout. La SNBC ne regarde pas non plus les impacts, par exemple, sur le réseau de distribution d'électricité d'un déploiement massif du véhicule électrique, en plus des autres usages. Donc voilà, ça c'est aussi un angle mort. La SNBC s'en préoccupe pas. Entre guillemets, ça l'arrange bien parce que comme ça, ils peuvent mettre en place cette solution qui permet de décarboner facilement le secteur des transports sans trop se poser de questions. Donc voilà, il y a un peu des angles morts dans les enjeux, en tout cas traités par la SNBC, ce qui du coup leur évite de devoir trop réduire les consommations. Ils ont un manque d'ambition sur ce volet sobriété qui, pour moi, est pas compatible avec les différents enjeux environnementaux qui sont devant nous. Donc voilà un peu rapidement ce qu'on peut dire sur la SNBC. Et après, sur le respect ou non des objectifs, alors il y a tout un tas d'objectifs où clairement la France est complètement en retard, les objectifs européens de développement des renouvelables notamment. Sur le budget carbone pour 2019, puisque vous évoquiez ce chiffre-là. Alors oui, effectivement, on a atteint l'objectif, mais c'est quand même grâce à un tour de passe-passe un peu gros. C'est-à-dire que la France détermine des budgets carbone annuels. Ils ont commencé à faire ça de souvenir en 2015. Ils les ont tous dépassés. Et du coup, quand ils ont révisé la SNBC en 2018-2019, ils ont augmenté les quotas carbone en se disant on rattrapera plus tard. Donc on desserre l'ambition sur les premières années et puis après 2030, on arrivera bien à corriger le tir. Et donc forcément, quand on desserre la contrainte, c'est plus facile d'atteindre les objectifs. Et donc effectivement, pour 2019, la France a atteint ses objectifs, mais d'une manière artificielle en fait. Donc vous en avez parlé au début. Le scénario Negawatt mise avant tout sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Comment ces mesures se traduisent dans votre scénario? Il y a des mesures d'abord qui sont plutôt au niveau européen. Clairement, sur tout ce qui est efficacité énergétique dans les véhicules, c'est pas au niveau national que ça se traite, c'est au niveau européen. Les directives sont assez ambitieuses et nous, on va pas beaucoup plus loin en termes d'hypothèses dans le scénario Negawatt. Ça aurait pas beaucoup de sens parce que il n'y a pas forcément de raison que les Français s'orientent plus que leurs voisins vers des véhicules qui sont plus efficaces d'un point de vue énergétique. Donc voilà, on n'a pas d'hypothèse forte là-dessus. Par contre, si on reste sur l'efficacité, dans le secteur du bâtiment, là, il y a une hypothèse assez forte de rénovation du parc bâti, avec un rythme de croisière de presque 800 000 logements rénovés par an et quelques centaines de milliers de mètres carrés de surface tertiaire également. Alors la mesure phare, c'est l'obligation de rénovation du parc. Donc l'idée, c'est pas d'obliger les gens à rénover chez eux quand ils y habitent, mais c'est d'obliger à la rénovation quand il y a un changement de propriétaire ou un changement de locataire, par exemple. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment mettre en place les conditions qui permettent cette obligation. Et donc, il y a d'une part un gros besoin de formation des professionnels du bâtiment, qui aujourd'hui savent pas rénover de manière performante des bâtiments. Au-delà de la formation des professionnels existants, il y a un besoin de davantage de main-d'œuvre. Il y a un besoin de mettre en place les outils financiers adaptés.
puisqu'aujourd'hui les aides sont pas adaptées pour mener à bien ce type de rénovation. Et puis il y a travailler aussi sur l'accompagnement des ménages pour qu'ils soient pas perdus dans ces travaux de rénovation. Donc voilà, en tout cas sur l'efficacité, c'est un peu ça les éléments principaux. Sur la sobriété, là c'est beaucoup plus diffus comme mesure, parce qu'on est vraiment là sur l'usage. Je sais pas si on rentre dans le concret, mais il y a plein de leviers qui sont activés, des petits leviers, mais qui mis bout à bout permettent d'atteindre les objectifs. Très rapidement, hein, mais dans le transport par exemple, on a plein de leviers de sobriété. Il y a le télétravail, il y a le covoiturage, il y a l'autopartage, il y a le report modal, il y a la baisse du poids des véhicules. Donc voilà, il y a plein de leviers pour lesquels ensuite on a des propositions de mesures. Du coup, peut-être pour zoomer un petit peu sur les transports, outre les mesures d'efficacité et de sobriété, donc en ce qui concerne le nombre de véhicules, la puissance des véhicules, leur masse, vous proposez de basculer donc le parc automobile du pétrole vers le gaz pour 75% et l'électricité pour 25%. Donc ça, vous l'avez expliqué, c'est parce que vous pensez qu'il n'y aura pas assez de terres rares dans le futur pour que de l'électrique. Du coup, quel type de biogaz vous utilisez et comment on produit le gaz, du gaz propre, entre guillemets? On reviendra après sur la répartition 75% de 5%, parce que on est en train de travailler sur un nouveau scénario et on l'a fait évoluer là. Mais en gros, dans le scénario Négawatt, on a 3 grands types de procédés de fabrication de gaz renouvelable. Le premier, c'est par méthanisation des déchets agricoles, résidus de culture, effluents d'élevage. Donc on met ces matières-là dans un digesteur et puis ça produit du biogaz qui est essentiellement un mélange de CO2 et de CH4. On épure ensuite le biogaz pour enlever le CO2 et le CH4. On l'injecte dans le réseau de gaz naturel, c'est la même molécule que ce qu'on a aujourd'hui dans le gaz fossile. Donc ça, c'est le premier procédé. Le deuxième, c'est par méthanation. Donc la méthanation, ça consiste à produire du CH4, du méthane à partir d'hydrogène. Et cet hydrogène, on peut le produire à partir d'électricité. Dans notre scénario, à partir de 2030-2035, on commence à avoir un parc éolien et photovoltaïque assez important. Et donc, il y a des moments où ce parc de production il est surdimensionné par rapport aux besoins de consommation en période de fort vent et soleil. Et donc, ces excédents de production, plutôt que de les perdre ou plutôt que de se dire on va les exporter, on va les valoriser en transformant cette électricité en hydrogène via l'électrolyse de l'eau et ensuite cet hydrogène en le transformant en CH4 via la méthanation. Et le troisième, c'est la gazéification de la biomasse. Donc on part du bois qu'on transforme en méthane via cette pyrogazéification. Et donc mis bout à bout, ces 3 procédés nous permettent d'avoir un volume de gaz renouvelable qui est assez conséquent. Et dans le scénario Négawatt, on fait le choix de réduire la part du gaz dans le bâtiment. Déjà d'une manière générale, la consommation d'énergie dans le bâtiment baisse avec le programme de rénovation. Au-delà de ça, on a une part du gaz dans le bâtiment qui se réduit au profit de l'électricité via des pompes à chaleur performantes, pas via des convecteurs électriques. Du coup, ça laisse de la place, ce gaz, pour d'autres usages. Et donc, nous, on pense qu'il vaut mieux utiliser l'électricité dans les bâtiments et le gaz dans les transports pour des questions d'ACV et de disponibilité de ressources. Et donc, on fait ce choix, effectivement, de développer assez fortement la motorisation gaz dans le scénario Négawatt, notamment pour le transport de marchandises. On a quasiment 100% des poids lourds dans le scénario 2017 qui roulent au gaz renouvelable en 2050, et puis pour la mobilité légère où on avait effectivement 3/4 des véhicules qui roulaient au gaz. Alors dans le scénario qu'on est en train d'actualiser et d'enrichir, on va un petit peu revoir cette proportion gaz-électricité, notamment dans la mobilité légère, pour différentes raisons. D'abord, du côté des véhicules électriques, il y a quand même des progrès assez importants qui ont été faits sur les batteries, où aujourd'hui on consomme un peu moins de matériaux par kilowattheure stocké dans les batteries. Puis l'autonomie aussi a fortement augmenté. Aujourd'hui, une Zoé, c'est 350 km d'autonomie, alors qu'il y a 5 ans, c'était 150 km. Donc forcément, on peut plus facilement imaginer un déploiement de véhicules électriques avec une telle autonomie, même si 95% des déplacements quotidiens font moins de 50 bornes. Pour les quelques déplacements où on a besoin d'aller plus loin, et ben au moins ça permet de le faire avec ce véhicule. Ça veut pas dire qu'on est partisan d'une course à l'autonomie. Les grosses berlines qui ont 800 km d'autonomie avec une tonne de batterie, c'est pas trop la panacée. Il y a aussi un autre point qui nous amène à revoir un petit peu notre position sur le gaz, c'est que il y a de plus en plus d'incertitudes qui pèsent sur la ressource en bois, sur l'état des forêts en 2050. On voit bien avec les derniers étés un peu chauds qu'il y a des impacts sur la mortalité des arbres en forêt. Donc on ne sait pas exactement jusqu'où on pourra compter sur cette ressource
dans les prochaines décennies, ce qui nous amène du coup à être un peu plus prudent sur la quantité de bois qu'on utilise dans le scénario négawatt. Et du coup, si on réduit la quantité de bois, en premier lieu, on réduit la quantité de bois qui servait à la pyrogasification, et donc on a moins de gaz disponible et donc plus de véhicules électriques. Donc vous avez parlé de la production de gaz, on va parler maintenant de la production d'électricité que vous prévoyez de baisser, mais du coup, vous suggérez quand même de basculer d'une production d'électricité nucléaire à 70%, qui est pilotable avec l'hydroélectricité, à une production 100% renouvelable, donc avec toujours l'hydroélectricité, mais aussi le solaire et l'éolien qui sont intermittents. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de déséquilibrer le réseau? Alors, c'est évidemment un sujet qu'on a regardé de près, puisque il monopolise pas mal les débats publics sur l'énergie. Alors d'abord, juste le caractère pilotable du nucléaire, les centrales nucléaires sont effectivement pilotables dans une certaine mesure. On peut pas non plus faire ce qu'on veut. Et surtout, ça a des impacts sur le modèle économique des centrales nucléaires, de faire varier la production, puisque plus on réduit la production d'une centrale, moins elle est rentable. Un réacteur, c'est un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par jour. Si vous réduisez sa production, les charges baissent assez peu. Par contre, les recettes baissent fortement. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut en termes de pilotabilité du parc nucléaire. Et c'est pour ça que ceux qui prônent un mix 50% nucléaire, 50% renouvelable, nous, on n'y croit pas du tout. On voit pas comment ça pourrait être rentable pour le parc nucléaire, au vu aussi des prix de marché de l'électricité. Alors sur le mix électrique 100% renouvelable, nous on n'aime pas trop le terme d'intermittent qui renvoie plus à une image d'interrupteur on-off, ça marche pas. C'est quand même un peu plus subtil que ça parce que d'abord une éolienne ou un panneau solaire, c'est pas ça produit ou ça produit pas, il y a toute une palette entre les deux. Et puis on a aussi un foisonnement de la production, notamment de la production éolienne, puisqu'on est quand même soumis à plusieurs régimes de vent en France, ce qui veut dire que parfois on a du vent qui baisse dans certaines régions mais qui augmente dans d'autres, et donc ça peut se compenser. Je dis évidemment pas que ça se compense toujours, loin de là, mais voilà, ça permet de réduire quand même les variations de production. Ensuite, on a évidemment toujours cette partie hydraulique qu'on garde et qui, pour le coup, est en partie pilotable, en partie, parce qu'on a aussi toutes les centrales au fil de l'eau qui, elles, ne sont pas pilotables. On a toujours aussi des centrales thermiques dans le scénario négawatt, qui fonctionnent au gaz renouvelable, qu'on mobilise moins qu'aujourd'hui, mais qu'on mobilise quand même pour faire face aux périodes où on a très peu de vent et très peu de soleil. Donc ça, c'est des moyens de pilotables qui fonctionnent à partir d'énergie renouvelable. Et puis, on a aussi tout ce qui est flexibilité sur la demande, où là, il y a pas mal de choses qui se développent aussi. Alors, nous, on est assez prudents par rapport à d'autres études, notamment l'ADEME compte beaucoup sur le pilotage de la demande dans son précédent scénario. On verra ce qui nous sort cet automne. Mais voilà, il y a un potentiel qui existe à ce niveau-là, qui permet aussi d'avoir cet équilibre offre-demande. Et puis, le déploiement du véhicule électrique permet aussi d'apporter de la flexibilité. RTE l'a bien montré dans les travaux qu'ils ont fait sur ce sujet, sur l'électromobilité. Ils ont essayé de quantifier un peu l'apport de ces véhicules électriques au système électrique pour contribuer à l'équilibre offre-demande. Et donc ça, c'est aussi un levier qui est pris en compte dans notre scénario. Et puis, dernier élément, la méthanation dont je parlais tout à l'heure permet donc de renforcer aussi cet équilibre offre-demande, puisque du coup, quand on est en surproduction, on valorise les excédents de production. Et puis, ce gaz qu'on va produire, il va servir essentiellement aux véhicules, mais il peut aussi servir à produire de l'électricité, comme je le disais, via les centrales à gaz qu'on va garder dans le scénario. En complément aussi, quand même, le fait qu'on réduise fortement la consommation d'électricité dans le scénario négawatt, et on réduit encore plus la puissance de pointe appelée. Aujourd'hui, on est sur une puissance de pointe de 90 à 100 gigawatts en fonction des années, le record étant à 102 gigawatts. Dans le scénario négawatt, la puissance maximum de pointe de souvenir, c'est une 50aine de gigawatts. Donc forcément, en réduisant fortement les appels de puissance et en réduisant aussi fortement la thermosensibilité de la consommation d'électricité, on réduit les aléas sur les appels de puissance, donc sur le volet consommation, ce qui nous permet de l'autre côté de les augmenter sur le volet production. Aujourd'hui, on a un système électrique qui est fortement dépendant de ces aléas de consommation, notamment des périodes de froid, dues aux radiateurs électriques qu'on a en France. Il y a autant de radiateurs électriques en France que dans le reste de l'Europe. Et donc voilà, demain, on aura, dans le scénario négawatt, on n'a plus du tout ces aléas sur la consommation. Par contre, on en a davantage sur la production. D'accord. Tout ce que j'ai dit là, on l'a quantifié. C'est pas juste, tiens, on va s'en sortir parce qu'il y a tel et tel levier.
On a un modèle qui modélise à la fois la partie consommation et la partie production heure par heure jusqu'en 2050, qui permet de voir que ça passe. Et on n'est pas les seuls à avoir fait ce travail-là. L'ADEME l'a fait. Des chercheurs du CIRED ont publié une étude où ils ont aussi modélisé le système électrique avec un modèle open source dans une revue, un comité de lecture. Puis RTE aussi a fait des travaux dans ce sens-là. Donc il y a pas mal de travaux qui montrent que c'est techniquement possible, alors qu'il n'y a aucun travaux qui montre que techniquement c'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'énergie propre. Même les énergies renouvelables comme les éoliennes ou les panneaux solaires, on sait que ça a un coût énergétique. Donc, est-ce qu'on a une idée actuellement du taux de retour énergétique de ces technologies, d'une part? Et vu qu'on est censé les changer tous les 20 ans, est-ce que vous pensez quand même que ça rejette moins de CO2 que le nucléaire? Alors pour répondre à votre question sur le temps de retour énergétique d'abord, oui, il y a pas mal de travaux là-dessus. En gros, pour une éolienne, le temps de retour énergétique, c'est entre 6 et 9 mois, conditions de production en France. Et pour un panneau solaire, ça dépend évidemment de l'ensoleillement, mais en gros, c'est entre 1 an et demi et 3 ans de temps de retour énergétique, en sachant que, évidemment, c'est des données qui sont pas figées. Au fur et à mesure que les process évoluent, notamment pour le photovoltaïque, c'est moins vrai pour l'éolien. Et pour le photovoltaïque, les process demandent de moins en moins d'énergie et donc le temps de retour énergétique est de plus en plus court. Aujourd'hui, on dit 1 an et demi à 3 ans. Il y a quelques années, on parlait plutôt de 2 à 4 ans. Donc voilà, ça c'est déjà un peu réduit. Et sur la durée de vie, une éolienne, effectivement, aujourd'hui, c'est fait pour durer 20 ans. Ça peut durer davantage, mais généralement pour l'opérateur, c'est plus intéressant d'un point de vue économique de démonter l'éolienne et d'en mettre une nouvelle. Pour le photovoltaïque, par contre, là, les durées de vie sont quand même plus importantes. Les premiers panneaux qui ont été installés en France fonctionnent toujours, qui ont plus de 30 ans. Évidemment, il y a des pertes de rendement. En gros, au bout de 30 ans, dans les mesures qui ont été faites, on est à peu près à 80% de rendement par rapport à la puissance initiale. Quand c'est des panneaux qui sont reliés au réseau, on peut tout à fait les faire fonctionner même au-delà de 30 ans sans aucun problème, puis ils continuent à produire. Il n'y a pas forcément d'intérêt économique, évidemment encore moins d'intérêt environnemental à les remplacer. Alors, est-ce que c'est plus intéressant que le nucléaire d'un point de vue CO2 ? Encore une fois, nous, on se concentre pas que sur l'enjeu CO2, donc on ne répond pas à cette question dans ces termes-là, en tout cas. En se disant juste, on va comparer si d'un point de vue CO2 c'est meilleur ou pas meilleur, et pour savoir quelle technologie on choisit, on regarde plein d'enjeux dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et quand on fait la somme de tous ces enjeux, clairement pour nous, les énergies renouvelables électriques sont bien plus soutenables que l'énergie nucléaire. Je sais pas si vous avez vu, on a publié une note en fin d'année dernière qui reprend juste en fait ce qu'a dit le GIEC dans son dernier rapport, où ils ont analysé les différents leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre au regard des objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Il y a 17 objectifs de développement durable. Il y en a eu un qui concerne le dérèglement climatique. Et donc, ils ont regardé l'impact sur les 16 autres de ces leviers de réduction des émissions de GES. Et le nucléaire arrive dernier en termes de soutenabilité. Parmi, ils ont regardé 23 leviers de réduction. Et les énergies renouvelables électriques sont dans tous les premiers leviers en termes de soutenabilité. Donc voilà, clairement pour nous, ça vient renforcer ce qu'on dit déjà depuis 20 ans sur le caractère non soutenable de cette énergie nucléaire, qui fait que de toute façon, pour nous, si on peut s'en passer, on voit qu'on peut s'en passer, c'est hors de question de continuer à l'utiliser. Après, si on veut juste focaliser sur la partie CO2, il y a plein d'études sur l'impact GES de ces productions d'énergie. Sur le nucléaire, par exemple, les études, je crois de souvenir, vont du simple au centuple sur l'impact CO2 du kilowattheure nucléaire, avec une moyenne mondiale qui est autour de 58 grammes par kilowattheure de souvenir. En France, on serait autour de 6. Ouais, c'est ce qu'a publié l'ADEME dans la base carbone, effectivement. En France, on serait autour de 6, et pour le PV et l'éolien, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais là c'est pareil, ça varie en fonction des sources. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de gros enjeux là-dessus. Dans tous les cas, ce sont des énergies qui sont faiblement carbonées. Et donc, pour nous, le choix entre nucléaire, PV ou éolien, il ne doit pas se faire en fonction de l'impact CO2, puisque dans tous les cas, c'est faiblement carboné. Pour le solaire, on est quand même à 50 grammes par kilowattheure à peu près. Alors après, ça dépend des sources et des études, mais la grande majorité des panneaux solaires sont quand même produits en Chine. À cela, il faut ajouter le raccordement, les systèmes de stockage de méthanation ou les batteries. Est-ce que c'est pas dommage de se passer du nucléaire que, a priori, on maîtrise en France? Encore une fois, nous, on n'est pas du tout partisans d'une logique où on regarde que l'impact carbone.
Et donc, quand on regarde tous les autres enjeux, clairement, non, pour nous, c'est pas pertinent de s'appuyer sur le nucléaire pour les décennies prochaines. Et sur l'impact CO2 du photovoltaïque, forcément, si on regarde une filière nucléaire qui est en France et une filière photovoltaïque qui est en Chine, dans un pays qui a beaucoup de centrales à charbon, on va pas avoir les mêmes résultats que si on faisait l'inverse. Donc, si demain, on décide vraiment de développer la filière photovoltaïque en France, qu'on met aussi en place des unités de fabrication en France de photovoltaïque, vous n'aurez plus du tout les mêmes bilans en termes d'impact CO2 du panneau qui est construit. Là, il y a un projet, par exemple, d'installation d'une usine de production de panneaux solaires en Alsace, qui pourrait produire de 2 à 4 gigawatts de panneaux par an, donc ce qui est à peu près dans notre scénario. Donc ça voudrait dire qu'à elle seule, cette usine pourrait produire l'ensemble des panneaux nécessaires à la transition énergétique en France. Et si vous prenez du coup l'impact CO2 de ces panneaux, j'ai aucun doute sur le fait que ça viendra largement concurrencer le nucléaire sur son bilan GES. Et Guillaume Pitron, dans un documentaire, La face cachée des énergies renouvelables, qui montrait du doigt la pollution engendrée par l'extraction des terres rares dont on avait besoin pour les éoliennes et les panneaux solaires en Chine. Est-ce que du coup on aura assez de terres rares pour continuer de faire des éoliennes pendant longtemps ? Alors, Guillaume Pitron, c'est un bon vulgarisateur. Malheureusement, il dit quand même pas mal de bêtises. D'abord, il n'y a aucune terre rare dans les panneaux solaires. Il y a quelques métaux rares, mais qui ne sont pas des terres rares dans les filières à couche mince, mais qui représentent 5% du marché. Toutes les filières cristallines n'utilisent pas de métaux rares. Je dis pas que c'est du coup qu'il n'y a pas de problème avec le PV sur d'éventuelles pollutions, mais sur la criticité des matériaux, c'est pas le photovoltaïque qui va poser problème. Dans l'éolien, il faut distinguer l'éolien terrestre de l'éolien maritime. Dans l'éolien terrestre, aujourd'hui, c'est essentiellement des éoliennes sans terres rares qui sont installées. Je pense que c'est 90% du parc terrestre qui n'a pas de terres rares. Tout ça pour dire que du coup, on peut tout à fait faire des éoliennes sans terres rares, ça pose aucun problème. L'avantage des terres rares, c'est que du coup, en gros, pour faire simple, ça réduit les coûts de maintenance. Du coup, c'est pour ça qu'on trouve surtout des terres rares dans l'éolien maritime, parce que si on peut réduire les opérations de maintenance en maritime, ça a un impact financier beaucoup plus important que la terre. Mais encore une fois, on sait tout à fait faire de l'éolien maritime sans terres rares. Certains fabricants le font. Et donc demain, si on avait des tensions liées à l'utilisation de ces terres rares dans les éoliennes, eh ben on pourrait tout à fait continuer à construire des éoliennes sans terres rares. Quand même, pour continuer sur ce sujet, d'abord sur l'impact environnemental de l'extraction des terres rares, c'est vrai qu'il est assez calamiteux. C'est vrai pour n'importe quelle extraction. L'humain ne sait pas faire aujourd'hui une extraction qui soit à peu près propre. On va toujours piller des pays du Sud, des pays pauvres en plus, dont on n'a pas grand-chose à faire. On leur bousille leur environnement, et chez nous, ça se voit pas. Ça, c'est vrai pour les terres rares, c'est vrai pour l'exploitation d'uranium, c'est vrai pour l'exploitation de pétrole, c'est vrai pour l'exploitation de gaz, c'est vrai pour tout. Tout ça, c'est pas pour justifier l'exploitation de terres rares, c'est juste pour dire qu'on a un gros souci avec ça, c'est un problème qui est très mal traité, qui est très loin de se cantonner à la seule problématique énergie renouvelable. Et ensuite, l'autre point que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est qu'il y a un vrai enjeu raréfaction des ressources. C'est pas que lié aux métaux rares, c'est lié aussi au cuivre, à l'argent, qui sont des matériaux assez abondants sur Terre, mais qui potentiellement peuvent être critiques demain. Mais c'est pas du tout, encore une fois, restreint au seul champ des énergies renouvelables. Vous avez plein de métaux rares ou de terres rares dans les véhicules électriques, dans les smartphones. Il y a des milliards de smartphones à travers le monde. Personne ne se dit, faut surtout pas développer les smartphones parce qu'on a des terres rares dedans. Vous comptez pas sur les astéroïdes pour récupérer des matériaux de l'espace comme le promet Elon Musk. Non, on fait pas assez la science-fiction. Hein. Et ça sera notre dernier point. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les politiques ? Je crois que Jean-Luc Mélenchon a repris un peu le scénario de Négawatt. Europe Écologie Les Verts, ça doit être en débat aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? On a beaucoup d'échanges avec les pouvoirs publics, avec les décideurs politiques actuels, avec le gouvernement. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a jamais eu autant d'échanges avec un gouvernement que depuis qu'Emmanuel Macron est président. Est-ce que ce qu'on raconte est plus pris en compte dans les politiques publiques ? Je suis pas sûr. Loin de là, il n'y a pas eu de grosse évolution à ce niveau-là. Après, on a effectivement des échanges avec un certain nombre de partis politiques. Et c'est vrai que la France Insoumise, comme Europe Écologie Les Verts, ou comme le PS, quand Benoît Hamon était candidat, avait repris un certain nombre de nos propositions. D'ailleurs, La République En Marche aussi en avait repris, même si c'était un peu c'était moins, ça se voyait moins dans leur programme. Donc voilà, on voit bien que nos idées influent quand même le débat public, et tant mieux. Enfin, on veille vraiment à ce que, au-delà des discours, ça se traduise en actes. Et justement, dans la loi climat résilience, je crois que Négawatt
à signifier le manque d'ambition de cette loi. Oui, d'ailleurs, on n'a pas été les seuls à le faire. C'est vraiment une grosse déception, cette loi. La Convention citoyenne, à l'inverse, ça avait vraiment été une très bonne surprise quand on a pu voir les recommandations qui ont pu être émises par les 150 citoyens. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point ils se sont appropriés ces sujets, qu'ils connaissaient pour la plupart pas du tout ou très peu, et à quel point ils sont arrivés à des propositions pertinentes et ambitieuses, qui montrent tout l'intérêt de ce type de travail, et ce qui montre aussi que quand on donne aux gens un cadre pour à la fois s'approprier les enjeux et permettre de proposer des solutions qui dépassent juste l'intérêt individuel mais visant l'intérêt collectif, on arrive à des tout autres réactions que dans d'autres circonstances. Donc voilà, cette convention citoyenne, elle avait vraiment formulé des propositions intéressantes. On avait eu cet engagement du président de la République de reprendre sans filtre les propositions. On a bien vu assez rapidement que le sans filtre, c'était juste une façade, et que au-delà des 3 jokers qu'il a annoncé dès la sortie des 149 propositions, en fait, la très grande majorité des propositions ont été revues à la baisse en termes d'ambition. Et on a eu beau essayer d'échanger avec les pouvoirs publics là-dessus, et eu beau avoir une multitude de rapports, que ce soit l'administration elle-même, qui a montré que la loi ne permettait pas d'atteindre les objectifs à 2030, que ce soit le Haut Conseil pour le climat, que ce soit le Conseil économique, social et environnemental. Voilà, il y a eu plein d'avis institutionnels qui ont montré que la loi n'était pas à la hauteur des objectifs. Et résultat, on a quand même une loi qui est tout sauf ambitieuse. On n'a pas pu aborder beaucoup de sujets. Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et dont vous aimeriez nous parler ? C'est vaste comme question. Non, on a traité quand même, je pense, pas mal de points importants du débat public. On a finalement assez peu parlé du volet sobriété, qui est un peu la marque de fabrique de Negawatt, un levier qu'on pousse depuis le début et qu'on a vu d'ailleurs apparaître dans le Code de l'énergie depuis la loi de transition énergétique de 2015. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est pour nous essentiel et qui est très peu traité par l'ensemble des parties prenantes du débat sur l'énergie. L'ADEME le regarde quand même de près, mais les autres parties prenantes ne savent pas bien comment le traiter et ont peur d'être ambitieux là-dessus. Alors que pour nous, il n'y a pas de raison d'être plus ambitieux sur l'efficacité énergétique que sur la sobriété. C'est pas du tout les mêmes types de leviers qu'on va activer. On va plutôt réfléchir à notre mode d'organisation sociétale que à des outils technologiques. Mais voilà, il n'y a pas de raison de se dire que c'est plus facile de faire des innovations technologiques que des innovations sociétales. Donc voilà, pour nous, c'est un levier qui est vraiment à prendre en compte et qui n'est pas aujourd'hui assez dans le débat public sur l'énergie et dans les politiques publiques, que ce soit au niveau national comme au niveau territorial ou au niveau européen. Qu'elle soit d'origine fossile, nucléaire ou renouvelable, n'oublions pas que l'énergie propre n'existe pas et que la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Encore un très grand merci à Stéphane Chatelain pour nous avoir partagé son expertise. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager ce podcast et à vous abonner. À bientôt.